Alors moi, ma première rencontre avec l'éducation thérapeutique, c'est par erreur. J'ai reçu une invitation du réseau Gentiane pour une formation sur le diabète. Donc j'ai été persuadé que j'allais renouveler mes connaissances sur le diabète. Et puis donc je suis allé à cette réunion sans autre idée préconçue. Et la première question de Brigitte a été qu'est-ce qu'une maladie chronique pour vous? Et je me suis dit c'est quoi cette histoire? Donc pour moi, ma première rencontre, en fait, c'est celle de mon épouse, puisque mon épouse est diabétologue et dans le service de diabétologie de Besançon, donc effectivement, l'éducation thérapeutique est quelque chose qui a été mis en avant depuis un certain nombre d'années. Et donc sur la couette, sur l'oreiller, effectivement, elle me parlait souvent d'éducation thérapeutique. Voilà. Alors moi, ma première rencontre, ça a été par l'intermédiaire d'une formation qui est venue un petit peu naturellement parce que je terminais mes périodes de remplacement et j'allais m'installer. Et ce que j'avais constaté au cours de mes remplacements, c'est que j'avais l'impression de ne pas créer une alliance suffisamment longue avec les patients. Et puis, j'avais déjà repéré un petit peu le fait que moi, j'avais besoin de beaucoup rentrer dans les explications avec les patients et j'avais vu dans les dossiers des traces de ces explications et le fait que peu de choses en étaient retenues. Et finalement, j'avais vraiment repéré qu'il y avait probablement à un moment donné une, une dépense d'énergie à essayer de transmettre des choses et de ne pas y arriver. Et voilà, je suis, au moment de mon installation, je suis tombé sur une proposition de formation sur le suivi de la maladie chronique. Et donc l'éducation thérapeutique, ça m'a naturellement intéressé. Et voilà comment ça s'est fait au départ. Quand je suis arrivée dans le service de diabétologie de Besançon, où j'ai pris un poste d'infirmière il y a 4 ans. Et auparavant, j'avais jamais entendu parler de cette façon de soigner. Ça a été une grande découverte. L'impression de faire un plongeon dans une piscine mais bienveillante et avec le sentiment que ma vie d'infirmière serait plus jamais la même. Dans l'instant, j'ai trouvé ça assez simple, assez naturel et assez proche de ce que je pensais euh, devoir faire, sans forcément y être parvenu. Ça m'a beaucoup parlé et c'est plus en l'appliquant dans le cadre de mon métier que je me suis rendu compte que ça m'apportait vraiment quelque chose en plus, quoi. Je voyais vraiment qu'il y avait une implication différente des patients et puis ça a très très vite dissous cette sensation d'inefficacité, d'être toujours dans la redite, la répétition. Et voilà, c'est plus. J'ai pas eu l'impression d'apprendre beaucoup pendant la formation, mais a posteriori, je me suis rendu compte que si, j'avais appris beaucoup. J'ai eu le sentiment qu'on prenait plus le temps, en n'ayant pas forcément plus de temps pour faire les soins, mais en prenant le temps de faire chaque chose plus calmement, plus posément. J'ai l'impression qu'il y a moins de... c'est plus efficace, qu'il y a moins de choses qui sont faites pour rien et qui ne servaient à rien en fait. Donc se rendre compte que de prendre le temps de répondre à un patient posément, de bien l'écouter, mais finalement ce patient ne va pas ressonner, ne va pas demander autre chose parce qu'on a répondu à sa question et que voilà, il est apaisé. Donc ce sentiment voilà, de ne plus être dans l'urgence et de faire des choses pas bien, mais de prendre le temps de bien faire les choses et de les faire différemment. Quand j'étais interne, on était censé animer les cours d'éducation thérapeutique aux patients. Donc pendant tout mon internat, j'ai fait des cours aux patients. Mais bon, je me suis posé à ce moment-là pas mal de questions parce que voilà, je voyais qu'il y avait un programme toutes les semaines le même et donc j'animais 2 séances au cours de la semaine. Et je voyais que les gens, ils n'avaient pas forcément envie de venir, qu'il fallait essayer de les motiver pour participer, ou qu'ils s'endormaient dans la salle. Donc voilà, ça m'a interpellée et je me suis posé des questions. Donc j'ai décidé de faire une formation en éducation thérapeutique à la fin de mon internat. Donc c'était ma première formation en éducation thérapeutique qui était plutôt axée pédagogie, je dirais. Voilà. Donc j'ai fait cette formation, ça m'a beaucoup plu. Puis après, j'ai essayé de mettre en application et faire que les ateliers ou séances qui étaient animées soient plus... voilà, qu'il y ait plus de pédagogie participative avec les patients.
Mais bon, en même temps, je trouvais qu'il manquait... ça ne répondait pas à toutes mes questions. Donc j'ai fait d'autres formations après. Et c'est après que j'ai découvert une autre approche en tout cas moi, qui m'a permis de retrouver un petit peu le sens dans mes études et dans le pourquoi j'avais fait médecine. Et c'est vrai que l'éducation thérapeutique, là, dans ces formations-là, plutôt centrées sur la relation, m'ont réconcilié, on va dire, avec la médecine. Ce qu'on apprend, c'est aussi un peu d'humilité quand on est médecin, se rendre compte qu'on n'est pas, on n'est pas Dieu, quoi. Et c'est pas nous qui allons sauver la face du monde. Donc, ce qu'on a, je pense quand on commence les études, c'est un peu tout ce qu'on s'imagine, qu'on va guérir et qu'on va soigner tout le monde. Petit à petit, l'éducation thérapeutique m'a permis de cheminer, puis d'apprendre un métier différent de celui qu'on nous a enseigné. Je ne mets pas à la poubelle ce qu'on nous a enseigné, parce que toutes les connaissances médicales, elles sont utiles, elles sont nécessaires et indispensables, mais il n'y a pas que ça, et heureusement. Enfin voilà, il y a la maladie, il y a les traitements qu'on apprend dans les livres, et puis il y a le malade, et voilà, ce qu'il est... comment il vit les choses, comment lui perçoit les choses, sa façon de sa façon de concevoir sa maladie, son traitement, et tout ça, il faut qu'on aille le décrypter, essayer de le comprendre pour voir comment on peut l'aider et l'accompagner au mieux. L'éducation thérapeutique, moi, ça m'a apporté un espoir, une envie de faire quelque chose de bien. Puis ça m'a permis de continuer, je pense, médecine, que j'aurais peut-être pas continué parce que c'était tous les ans, à chaque partiel, on se pose des questions parce que c'est long, parce que les stages, des fois c'est compliqué, mais l'éducation thérapeutique, elle nous remet dans l'humanité de la médecine, j'ai envie de dire. On se rend compte que finalement ça correspond peut-être plus à la vision du soin qu'on se faisait au début. J'ai été très déstabilisée par la première session où ça a été une prise de connaissance, où on s'est présenté les uns les autres. Alors déjà avec un nombre d'étudiants, on est à peu près 25, d'horizons très différents, puisqu'il y avait des profs de sport, il y avait des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des diététiciennes. Donc c'était peut-être aussi le premier DU qui n'était pas exclusivement médical. L'après-midi à 2h, tout le monde se met en rond, on prend une cigogne et on se la lance. Et là, je me suis dit, mon Dieu, toi médecin, urgentiste de formation, dans quel monde es-tu arrivé ? On a tous appris des choses, tant sur le plan professionnel que personnel, avec une autre approche de l'être humain, je pense. Dans la formation que j'ai suivie, ce qui m'a particulièrement marquée, c'était de partir des besoins du patient, de ses besoins à lui, et pas de pratiques plus globales avec des conseils généraux. On part d'un patient et on va s'adapter à sa vie, à ses besoins, à sa demande, et ça marche. Oui, une autre approche de l'être humain dans le sens relationnel, ce qu'on peut faire construire avec quelqu'un et nous poser quelques interrogations. Comme quand on parle de mort avec quelqu'un, c'est d'avoir déjà envisagé sa propre mort ou celle de ses proches avant d'être à l'aise avec ce sujet-là. Et de s'être approprié certaines choses pour pouvoir mieux communiquer et comprendre les patients. La première chose qu'on a fait, ça a été une présentation en double. Donc, on cause avec son voisin et c'est lui qui nous présente. Et je me suis lancé à cette occasion et j'ai annoncé que j'étais parkinsonien. Ça a été plus facile à faire pour moi que l'annoncer directement, puisque c'est pas moi qui l'ai annoncé, mais la personne à qui je l'avais dit, quoi. Et voilà. Et de voir l'écoute que ça a déclenché et l'intérêt des autres par rapport à ça, qui n'était pas du tout un rejet, ça m'a enthousiasmé. Moi, je suis médecin de formation.
quand on m'apprend quelque chose, c'est des choses à apprendre par cœur. C'est de la physiologie, par exemple, c'est des choses assez cartésiennes. Voilà, il y a une démarche. Là, on s'approche plus des fois de la philosophie. C'est le mot que j'ai choisi pour qualifier toute la formation, parce qu'on a une autre approche et ça pose d'autres questions sur ce qu'est le bonheur, pour moi en tout cas, ce qu'est le bonheur, ce qu'est la maladie, comment on peut l'intégrer, tout ça. Premier tour de table, je me suis présentée en tant que professionnelle, donc en tant que pharmacien. Et à l'issue du premier tour de table, j'ai eu besoin de prendre la parole en disant que j'étais aussi patient. Et donc j'ai démarré le premier module justement en présentant cette double position, à la fois soignant et à la fois patient. Ce contact avec 25-26 soignants, puisque c'est le nombre de participants au DU, 26 personnes qui vous écoutent en tant que patient, ça, je le conseille à tous les patients. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on recherche en tant que patient, si ce n'est l'écoute et l'empathie des soignants par rapport à notre position de patient et de personne, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soignants qui sont soignants, mais qui n'ont jamais pris de recul par rapport à eux, justement, quelles sont leurs convictions, pourquoi ils sont soignants, pourquoi ils font ce métier. Et déjà, je pense que la formation à l'éducation thérapeutique a pour but d'aider les soignants à déjà prendre du recul, à s'interroger sur leur fonction de soignant. Le deuxième point, ça serait que peut-être apprendre aux soignants à travailler ensemble, ou en tout cas être respectueux des uns des autres, et en tout cas à peut-être centrer leur pratique sur la relation et les aider à concevoir que finalement la relation, elle n'est pas qu'avec le patient, mais qu'elle est avec les autres soignants et elle est avec les autres personnes autour d'elle. Parce que ce que je vois à travers les échanges des soignants qui viennent en formation, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés, non seulement avec les patients, mais ils ont beaucoup de difficultés dans leur relation et dans leur fonctionnement avec les soignants autour d'eux. Et je pense qu'à travers l'éducation thérapeutique et une approche de l'éducation thérapeutique centrée sur la relation, on aide aussi les soignants à être plus respectueux et plus empathiques, si je puis dire, avec les autres soignants. Le troisième point, c'est les aider à être plus satisfaits de leur pratique, parce que là aussi on voit des soignants qui sont en souffrance par rapport à leur pratique, en souffrance parce que il y a une perte de sens. On voit beaucoup de soignants qui viennent en formation et qui ne voient plus trop le sens de ce qu'ils font. Et certainement que la formation thérapeutique qu'on essaie de leur apporter, je pense, leur permet de redonner du sens à ce qu'ils font. Je pense que ce qui serait important aussi, c'est de former les patients et de leur apprendre à être patients. C'est-à-dire faire de l'éducation thérapeutique dans l'autre sens que ce qu'on fait habituellement. Là, on veut former les soignants à écouter les patients. Il me semble que ça pourrait être intéressant de former les patients à questionner les soignants. Les grandes lignes ou les bases de l'éducation thérapeutique, c'est de l'ouverture sur soi d'abord, puis aux autres. Et c'est aussi venir un petit peu voir ce qu'on est, comment est-ce qu'on soigne, pourquoi on soigne et comment on le fait. On soigne avec ce qu'on est avant tout. C'est là où je trouve qu'elle vient bousculer aussi dans ce qu'on est, parce que quand on arrive le matin au travail, on met
moi je crois qu'on vient avec ce qu'on est, on ne met pas une casquette d'infirmière ou aujourd'hui de cadre de santé, où on arrive d'abord avec ce qu'on est et forcément ça vient bousculer pour moi dans ce qu'on est déjà en tant qu'être humain. Ben moi, ça m'a amené à travailler sur moi-même. La transformation, c'est être plus attentif aux besoins du patient et pas aux besoins que moi je pense que le patient a. Par exemple. Chaque patient va nous pousser dans des retranchements, nous amener à nous questionner sur nous, sur notre façon de faire les soins, mais aussi sur nous, sur nos réactions. Tiens, voilà, là, ça m'agace qui me dit pourquoi je ressens ça. Enfin voilà, c'est des questions que peut-être je me serais pas posées avant. Je me serais dit, voilà, il m'énerve celui-là. Mais là, maintenant, je me dis, bon voilà, il me dit des choses, je sens que je suis agacée. Pourquoi? J'essaie de comprendre pourquoi. En tout cas, voilà, a posteriori, de comprendre ce qu'il fait dans son discours ou dans sa façon de vivre les choses, qui est peut-être complètement... voilà, qui me paraît complètement à moi un peu bizarre. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc c'est vrai que ça nous amène à nous poser des questions sur nous. La base, c'est vraiment de me sentir différente. Moi, je dis toujours qu'il y a ma vie d'infirmière avant et ma vie d'infirmière après. Je ne pourrais plus retravailler comme avant, c'est pas possible. Je pense que, même si je voulais, j'y arriverais pas, je pense. Et c'est voilà, ce sentiment d'être plus apaisée dans la façon dont je prends en charge les gens, d'avoir un peu plus d'humilité, d'être moins exigeante avec moi-même aussi, de ne pas me sentir la sauveuse du monde, mais de me dire que voilà, on fait comme on peut et petit à petit, et voilà, c'est plus ça en fait, un peu d'humilité et puis voilà, plus de tolérance. Enfin, je me sens meilleure depuis que j'ai fait l'éducation thérapeutique. Donc moi, dans mon ressenti personnel, l'éducation thérapeutique, c'est un bouleversement de soins, d'approche du patient, mais pas seulement. Un bouleversement aussi dans ma vie privée, parce que ça m'a amené à m'interroger sur beaucoup de choses, sur ma manière d'être en tant que soignante, mais sur ma manière d'être en tant que voisine, maman, femme. Donc l'éducation thérapeutique, c'est, pour moi, c'est faut pas dire que c'est un bonheur, mais si, parce que c'est une révolution dans le soin, mais révolution au quotidien, quoi. Voilà. Je suis partie d'un service où j'avais le sentiment, en tout cas mon ressenti, était qu'on surfait plutôt sur la vague de la peur, avec des conseils en disant, voyez maintenant ce sera interdit, ça. Et j'arrive dans un service où je sens une dimension beaucoup plus humaine, moins, comment je pourrais vous dire, moins contraignante, moins en disant, voilà, ça c'est arrivé, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, on va voir ce qu'on peut faire ensemble et comment on va s'adapter à votre vie. Alors, dans mon cursus professionnel, ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille en tant qu'infirmière. J'ai beaucoup travaillé en service de réanimation et de soins intensifs de chirurgie. J'ai surtout fait de la chirurgie. Et maintenant, j'ai fait ça sans me poser de questions jusqu'à présent. Pour moi, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. J'étais une très bonne technicienne, voilà. Et puis depuis que je fais de l'éducation thérapeutique, ça m'a amené à réfléchir sur ma manière de travailler avant. Et je me suis dit que finalement, oui, j'étais une bonne technicienne. L'urgence primait et le geste primait sur la personne. Voilà. Et peut-être que si j'avais eu cette formation en éducation thérapeutique avant, peut-être que même dans ce genre de service, on peut faire de l'éducation thérapeutique, ou en tout cas, on peut avoir un savoir-être différent. Voilà. Les médecins sont des soignants et souvent veulent un résultat. Et s'ils ne soignent pas, s'ils ne sont pas actifs, ils trouvent qu'ils ne sont pas bons. Et quelquefois, ne pas être actif, c'est aussi une décision difficile à prendre et quelquefois la plus difficile. Et c'est respecter le patient aussi.
Oui, moi je pense que ce qui m'avait le plus choqué dans la consultation où je m'étais fait jeter, entre guillemets, c'est que le soignant qui était en face de moi ne m'avait pas demandé comment j'allais. Je trouve ça phénoménal. Ne pas demander, quand on est soignant à la personne en face, comment vous allez. Ça veut dire que ouais, on ne la respecte pas. Enfin, je pense. Passer de la lutte à la danse avec le patient. C'est-à-dire que comme j'étais celui qui au départ savait et qui voulait convaincre et qui voulait soigner, je suis passé secondairement en arrivant à basculer un petit peu mon regard, à comprendre ce qu'était le patient, à quelqu'un avec qui on avait envie de, alors on peut dire accompagner, mais dans mon idée, j'aime bien cette idée de la danse, c'est-à-dire de quelque chose d'un mouvement qui a ses pas rapides et ses pas lents, qui a son approche, etc. Et du coup, en même temps, quelque chose qui à partir de ce moment-là, est beaucoup plus souple, beaucoup moins fatigant. Beaucoup moins fatigant. Pour ma part, ça a changé mes relations avec mes collègues, mais aussi avec ma famille, aussi avec les patients, puisque le propre du médecin, tout au moins de ma génération, ce n'est pas particulièrement d'écouter son patient, mais de donner un ordre, même si on le fait avec beaucoup de foi, beaucoup de professionnalisme, avec une idée de faire bien pour le patient. En fait, j'ai pu prendre conscience que souvent on se trouve en échec. On n'a pas répondu aux attentes du patient. Moi, je retrouve ça effectivement dans l'alliance thérapeutique. On négocie ensemble, on trouve des compromis, on avance ensemble au rythme de chacun. Enfin voilà. Et ça, c'est effectivement, comme disait Pierre-Marie aussi, ça c'est apaisant. On n'est plus dans le conflit du patient, entre guillemets, sale con, qui comprend rien, voilà. Et on avance avec lui, et s'il refuse, et qu'il a peut-être ses raisons, et qui sont tout à fait justifiées, et au contraire, on retrouve même de l'intérêt à rediscuter avec le patient pour savoir quelles sont ses raisons, quoi. Alors concrètement, dans ma pratique quotidienne, donc j'ai compris que l'éducation thérapeutique peut s'intégrer aux soins, parce qu'à chaque soin, on peut apporter quelque chose au patient. Et que le temps est un faux problème, puisque c'est une question de comment je gère mon temps. C'est pas une question du temps, 1 heure ou 10 minutes, c'est qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là avec le patient. Il faut pas que ce soit une contrainte, il faut habiter ce temps, quoi. Voilà. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je suis passée en fait de donner des messages un peu côté répétitif, rébarbatif, à quelque chose en fait de nouveau et basé plus sur la découverte, dans le sens où finalement les entretiens avec l'éducation thérapeutique, il n'y en a aucun qui se ressemble. Le fait de personnaliser la prise en charge, de partir de là où on est le patient, finalement je me suis retrouvée voilà, avant d'aller voir un patient, de ne pas savoir où ça allait m'emmener. Le premier entretien, c'est réellement la rencontre. Donc la rencontre avec la personne, la rencontre avec ses proches, avec son environnement, avec son mode de vie. Cet entretien-là est uniquement basé sur l'écoute. J'ai pas envie de dire que mon côté soignant est mis de côté là, mais quasiment. J'y vais vraiment pour écouter et faire connaissance avec eux. Et je dois dire que peut-être que les 2-3 premiers entretiens, 2-3 premières rencontres, je reste sur les priorités de la personne. Pour autant, il ne faut pas non plus qu'on déroge, nous, à notre mission première, que de prendre en soin. On est très clair, et on le dit souvent avec Christine, une infirmière d'éducation thérapeutique, c'est pas une assistante sociale, c'est pas une psychologue, c'est pas une dame de compagnie, c'est de l'éducation thérapeutique, c'est différent. Mais ça m'a appris à écouter et à soigner les gens différemment. Ce côté de ne pas savoir où va mener l'entretien, même si c'est un côté, on va dire,
on va dire, de découverte et d'originalité, il y a le fait aussi où la petite voix dans la tête qui dit bah voilà, là tu viens voir pour donner tel ou tel conseil, mais si le patient n'est pas prêt à les entendre, on va pas aller plus vite que lui, que sa vitesse à lui. Mais en même temps, il y a un peu cette frustration de se dire voilà, est-ce que j'ai quand même bien rempli ma fonction? Mais voilà, c'est ce petit côté d'arriver à lâcher prise et de pas arriver en fait avant l'entretien en se disant il faut que je dise ça, il faut que ça soit ça. Voilà, c'est pas une checklist et du coup c'est de se laisser guider. Mais ça demande quand même un lâcher prise qui n'est pas toujours évident dû aux formations qu'on a au préalable en fait. Je m'occupe d'un d'un programme d'éducation thérapeutique pour des malades atteints de la maladie de Parkinson et leur entourage. Donc c'est des sessions de 3 journées par semaine, pendant 3 semaines, où on reçoit en équipe pluridisciplinaire des groupes de patients, donc c'est en général 6 patients, et leurs aidants qui peuvent participer à des ateliers, et on leur propose différents ateliers en fonction des professionnels, en fonction des attentes et des objectifs qui se sont fixés au cours d'un bilan éducatif partagé initial qu'on a eu avec eux avant ce programme. Et moi j'ai appris aussi à travailler avec des associations de patients. Au départ, on les prend pour des gens un peu intrusifs, un peu rentre-dedans par rapport à nos pratiques, qui sont suspicieux, etc. Donc on est dans des mécanismes de défense. Et si on apprend aussi là à regarder cette ouverture, le monde change. Une patiente a dit le mot obèse est vraiment un vilain mot de la langue française. J'en avais pas conscience. Je prononçais le mot obèse comme on prononce le mot cancer un jour pour qu'on se dise à un moment donné, t'as bien compris, hein, voilà, la ligne là, c'est obèse au-dessus. Donc depuis ce témoignage patient, j'ai banni ce mot de mon. Alors je leur dis maintenant, c'est un peu gros, trop gros. J'ai appris à poser des questions ouvertes qui permettaient aux patients de s'exprimer beaucoup plus librement et d'approcher plus finement en fait. Où en était le patient le jour où il vient, parce que c'est quelque chose qui fluctue aussi. Moi, je trouve qu'on s'épuise des fois à répéter sans arrêt les mêmes messages. Et quand on est dans ce positionnement et dans cette démarche éducative, on se fixe des petits objectifs, on avance doucement et on avance peut-être pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu au départ, mais on avance. Et ça, c'est positif, c'est intéressant. C'est justement, ça lutte contre l'épuisement. En 33 ans de diabète, on m'a rarement dit dans quel état d'esprit vivez-vous votre maladie en ce moment. J'ai interviewé des patients, qui donc m'ont raconté le début de leur maladie, l'annonce et éventuellement les impacts que ça pouvait avoir dans la prise en charge future de leur pathologie. Et en fait, on s'apercevait vraiment qu'un mauvais départ, ça impactait considérablement la prise en charge de la personne. Et j'ai eu des témoignages vraiment très émouvants et voilà, ça m'a vraiment pas laissée indifférente. Et on s'attarde pas toujours sur le début de la maladie. Et pourtant, c'est vraiment important parce que ça permet de comprendre aussi certaines choses que le patient fait ou ne fait pas ou perçoit au cours de sa vie avec la maladie. Et je trouve que c'est vraiment... c'est un moment clé et souvent un moment qui donne des frissons, quoi. En reprenant juste mon exemple à moi, ça évite ces errements pendant une dizaine d'années où j'ai pratiqué la médecine générale, où je ne comprenais pas ce que je faisais, quoi. Je renouvelais des ordonnances, je prescrivais des choses, je faisais des choses pour lesquelles, au bout d'un moment, je trouvais que des fois, il n'y avait même plus tellement de sens, quoi. Et ce qui était intéressant dans les programmes qu'on propose à ces patients, c'est aussi le fait de voir les gens en groupe. Ça fait vraiment quelque chose de plus riche, où il y a plus d'échanges. Les patients se sentent mieux compris parce qu'ils sont aussi avec d'autres patients qui ont la même pathologie. Il y a une grosse majorité quand même d'ateliers de groupe, quoi. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'on voit les patients évoluer de manière
complètement inattendu, quoi. C'est peut-être ça aussi la spécificité de la psychiatrie, c'est que on découvre les patients pas forcément là où on les attend, quoi. Hein, donc, et grâce peut-être à notre savoir-faire, on peut les aider à savoir être. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, quoi. Ça leur permet de mieux comprendre ce qu'est la maladie de Parkinson, de mieux comprendre les traitements, de pouvoir poser des questions sur les traitements, chose qu'ils n'ont pas toujours le temps non plus avec leur neurologue, et de voir aussi d'autres professionnels qui n'ont pas l'habitude de voir, enfin les orthophonistes, ils découvrent que s'ils ont des problèmes de voix, c'est à cause de leur maladie, donc comment ils peuvent travailler ça, tout ce qui a trait aux activités de la vie quotidienne, les petites aides techniques qui peuvent leur rendre service, d'aborder le problème de la conduite automobile. Il y a plein de choses qu'on aborde comme ça qui ne sont pas forcément abordées au cours d'une consultation auprès de leur neurologue. Et ils se sont vraiment accompagnés, écoutés, où ils peuvent s'exprimer. Ils disent souvent, pour une fois j'ai pu dire ce que je pensais. Pour une fois, il y avait un patient qui nous avait dit, pour une fois on est écouté, puis on est quelqu'un. On n'est pas un numéro comme à l'hôpital. Et souvent, ils continuent à avoir des relations après, en dehors du groupe. J'ai vu parfois des gens d'une séance à l'autre ou d'une hospitalisation à l'autre aller mieux ou avoir progressé par rapport à son traitement, à s'autonomiser sur certaines choses, par rapport à l'alimentation, à s'autoriser à des choses, parce qu'on voit aussi tellement de patients qui arrivent avec des représentations encore autour du diabète par exemple, ou autour très figées, très contraignantes. Bon, il m'a fallu 3 ans pour me décider pour passer des stylos à insuline à la pompe à insuline. Mais chaque individu fait une progression par rapport à la maladie, par rapport à ce qu'il est capable d'accepter, mais à son rythme. On ne peut pas dire, voilà, le mieux pour vous, c'est une pompe. Demain, on vous pose une pompe. Il faut aussi respecter les choix, les décisions et le rythme du patient. On revoit au long cours de ces patients qui sont chroniques et on voit les résultats. Et je trouve qu'en fait, il faut donner du temps au temps avec l'éducation thérapeutique. Et effectivement, ça ne marchera pas au bout d'un mois, tout ce qu'on aura, le discours qu'on aura eu, les échanges. Mais je trouve que finalement, quand on fait un bilan au bout de 2 ans, on va se rendre compte que ça n'a pas été une ligne droite, mais on a quand même réussi à avoir un résultat. Oui, donc cet été, une dame s'est retrouvée dans une situation de détresse au niveau familial, puisqu'elle s'est retrouvée seule alors qu'elle n'habitait pas seule jusque-là, et puis qui s'est retrouvée aussi avec ses aides habituelles en vacances. Et donc, nous, notre priorité, c'était, comme elle ne peut pas aller en course, c'était qu'elle puisse avoir à manger voilà, tous les jours. Et j'ai fini par m'apercevoir qu'en fait, c'était pas ça sa priorité pour elle, c'était vraiment qu'on l'écoute et qu'on écoute sa détresse, sa solitude. Et puis, elle a fini finalement par... parce qu'on y avait trouvé une solution pour les repas, qu'elle a refusé d'ailleurs. Et elle a trouvé une solution elle-même pour ses repas, mais ce qu'elle attendait de nous, c'était surtout de l'écoute. Voilà. Je leur dis, voilà, vous venez chercher ces conseils-là, je vous les donnerai, mais simplement on va prendre dans un premier temps un petit temps pour faire un peu plus connaissance, pour que ce document-là soit plus adapté encore à vous. Et finalement, à la fin de l'entretien, il ne le demande pas vraiment. Et donc, en disant, on le met de côté, je le mets même visiblement de côté, en disant, voilà, il est là, et puis on l'adaptera au fur et à mesure de l'entretien, et je vous le donnerai à la fin. Mais en fait, non. J'ai une de mes patientes avec un avant et un après. Elle faisait plus de 150. Enfin, la maman avait été diabétique, avait fini dans des complications du diabète. Je pensais qu'elle allait avoir compris. J'ai tellement insisté que je ne l'ai pas revue pendant 3-4 ans. Donc, et puis, un jour, elle est revenue pour autre chose. Et puis, on est revenu tout doucement sur son problème de poids. On n'a pas prononcé un certain nombre de mots. On n'a pas utilisé la balance. Je crois qu'elle s'est pesée au bout d'un an et demi.
On a négocié tout doucement, petit à petit, un peu de tout. Elle a perdu plus de 50 kilos. Plus de 50 kilos. Elle est repartie à la piscine. À un moment donné, on a réussi à négocier voilà, le fait qu'elle aimait l'eau. Mais bon, évidemment, dans sa représentation, elle ne voulait pas ça. Et il y a aussi l'idée que quand ils disent ben voilà, je viens chercher un conseil, je veux que vous me donniez la baguette magique pour maigrir, on revient sur comment ça s'est passé auparavant, quand on vous a donné la baguette magique, comment ça s'est passé. Donc vraiment le fait de reprendre sur leurs expériences passées, ce que ça a donné quand c'était quelqu'un qui donnait les solutions, qui proposait des régimes, qui proposait des répartitions, comment ça fonctionnait pour vous avant quand on vous donnait ça. Et puis voilà, de voir ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien. Et souvent, ils arrivent à cette conclusion que ça c'était pas forcément quelque chose qui les a vraiment aidés au bout du compte. Alors la formation, ça a été par étapes en fait. Il y a eu au départ une sensibilisation qui nous a un petit peu ouvert l'esprit à ce qui pouvait être fait, à comment est-ce que nos pratiques pouvaient changer. Ensuite, on a rapidement suivi la formation de 40 heures qui était faite sur l'établissement, donc en interne, et on avait décidé justement avec l'UTEP de former une grande partie de l'équipe ensemble pour que ça donne du sens, qu'on partage les mêmes mots et qu'on puisse construire des choses ensemble. Même si dans notre coin, on a transformé nos pratiques, dans notre coin pendant un petit temps, ça a été un peu frustrant au départ. Et là, la transformation, elle est en train de gagner petit à petit l'équipe, parce qu'on communique beaucoup plus sur ce qui se passe dans les entretiens, en disant bah tiens, tu as vu ce patient, ah bah oui, il m'a fait un retour sur ce que vous avez pu évoquer ensemble. Et la transformation, elle gagne, et ça fait plaisir. Et ça a complètement changé l'état d'esprit de l'équipe. Quand on a un nouveau patient qui arrive justement pour un projet de réinsertion, on a tendance à prendre un petit peu le recul et de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce patient, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, qu'est-ce qu'il a envie de faire avec nous et qu'est-ce qui va lui permettre de sortir de l'hôpital d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux réfléchi et puis surtout qu'il y a l'adhésion de tout le monde, quoi. Il y a l'adhésion du patient, mais il y a aussi l'adhésion de toute l'équipe, quoi. Donc ça va du médecin en passant par les infirmiers, les aides-soignants, ASH, psychologues. Mes collègues me faisaient souvent sourire au départ quand je suis arrivée en diabétologie. Je les entendais dire c'est le diabète qui va s'adapter à votre vie et pas l'inverse. Mais quand on a dit ça, on a tout dit. Et qu'est-ce que c'est à la fois protecteur et rassurant? On part comme ça. Et ça rassure le patient, ça crée des conditions plutôt favorables, même s'il y a toujours des moments difficiles. L'éducation thérapeutique, c'est pas tout va bien aller, mais ça crée des conditions favorables et qui vont pouvoir être aidantes pour la prise en charge du patient et pour les soignants et pour le patient. Les objectifs sont vraiment définis en équipe. On est beaucoup plus vigilant à ça. Et vraiment, il y a l'inscription du patient à bien travailler avec lui en amont, voilà, de savoir réellement de quoi il a besoin. C'est vrai qu'à l'époque, pour des choses toutes simples, d'hygiène ou de choses comme ça, on partait sur nos besoins à nous, nos envies à nous. Et ça nous a fait vraiment réfléchir en fait en se disant que non, le patient n'a pas forcément les mêmes besoins que nous et qu'il pourra très bien vivre avec des choses différentes. Et il faut que ce soit ça qu'on travaille avec lui. Donc c'est vraiment... Je pense qu'on réfléchit beaucoup plus en amont et que du coup on est beaucoup plus pertinent dans son accompagnement. Et les choses se disent plus facilement du fait d'avoir été formés ensemble. L'éducation thérapeutique, c'est pas que à prendre des médicaments immunosuppresseurs par exemple aux transplantés rénaux. Je crois que ça va au-delà. Il se pose quelquefois des questions éthiques, par exemple de savoir la mise en dialyse. Donc l'éducation thérapeutique, ça passe aussi par des questions éthiques, ça s'y rapproche. Il est important de considérer la personne en face comme une personne dans sa globalité. Et que moi, en tant que patient, ce que je souhaite le plus, c'est qu'on me laisse libre. Donc je pense que les patients en face de moi, de nous,
ont la même exigence quelque part. Donnez-nous les moyens de la liberté. Je trouve que l'éducation thérapeutique, c'est une autre approche de l'autre. Et du coup, les consultations ont des fois des sens différents. On a le côté néphrologie, la créatinine, la mise en dialyse, mais c'est un peu comme l'horoscope. Il y a amour, santé, travail. Et c'est un peu les trois choses qui sont déclinées. Et on ne peut pas prendre en charge un patient tant sur le plan créatinine, santé, si on ne sait pas comment se passent les autres versants qui peuvent influencer. On peut oublier son traitement immunosuppresseur parce qu'on a un amour malheureux, parce qu'on n'a pas de boulot. Donc il y a des choses, on est obligé de les connaître. Je redonnerai une autre définition de l'ETP, ou du côté patient, on pourrait dire ETP pour nous, c'est écoute toujours avec patience. Pour moi, c'est accompagner la personne là où elle peut, où elle veut aller. C'est vraiment, voilà, l'aider. Alors, je reprends une définition qui me plaît bien, mais c'est vraiment l'aider à prendre soin d'elle, hein, en respectant son rythme et en voyant un petit peu là où elle veut aller. C'est vraiment un accompagnement. Il ne s'agit pas de décider à la place du médecin. Enfin, à la place. Il s'agit d'avoir une part active dans le choix des traitements. Alors que ma conception antérieure, elle était plus centrée sur de la pédagogie, je vais dire. Plus sur des apprentissages, plus sur je la concevais plus comme des compétences à faire acquérir au patient pour qu'il arrive à être un petit peu plus autonome. Que maintenant, cette conception, elle a évolué. Hein. Je ne mets pas de côté l'aspect compétence et l'aspect pédagogie, mais pour moi, maintenant, cet aspect-là, c'est un outil, c'est un moyen, et c'est plus la finalité. L'éducation thérapeutique, pour moi, c'est du soin. Et ça passe par le début. Accueillir un patient, si sa chambre est prête. Et si elle n'est pas prête, pourquoi elle n'est pas prête et pourquoi on va l'installer là. Ça passe par des mots, ça passe par des gestes. Aujourd'hui, comment vous allez depuis la dernière fois? Les limites que je voyais à la conception de cette éducation thérapeutique, c'est qu'en fait, j'étais trop centrée sur mes objectifs de soignant. Et que du coup, j'entendais ce que les personnes pouvaient me dire sur leur objectif, mais je pensais que malgré tout, c'était quand même bien pour eux qu'ils arrivent à changer des choses. C'est juste ma façon de concevoir le soin. C'est indissociable. C'est vraiment... c'est omniprésent. Au départ de mon activité, j'avais vraiment tendance à avoir cette posture-là, cette attitude-là avec certains patients qui avaient certaines pathologies, un peu dans la maladie chronique. Mais de loin en loin, enfin non, au fur et à mesure, c'est devenu vraiment quelque chose de permanent. Alors, c'est aller sans défense au contact de la vérité d'un patient. Donc j'ai une petite phrase dans un bouquin de Marie Denzel qui s'appelle « La sagesse d'une psychologue ». Et je trouve que cette phrase résume bien en tout cas ce qu'est devenu un petit peu ma posture. Voilà. Je pense que c'est vraiment une autre approche du patient où on va vraiment aller à sa rencontre. Et c'est ça tout l'intérêt de notre travail, parce que sinon, un ordinateur pourrait faire notre travail à notre place. C'est vraiment ce travail d'aller à sa rencontre et d'arriver à trouver, à bricoler quelque chose qui convienne au patient et qui nous convienne à nous, qui ait du sens pour l'un et pour l'autre. Et je pense qu'un jour, si on arrivait à révolutionner notre approche soignante, il n'y a plus besoin d'éducation thérapeutique. Alors, à mon sens, c'est une discipline qui devrait être transitoire si le monde médical et si la faculté évoluait dans son approche humaniste humaine et soignante, à un moment donné, ça sera naturel. Il n'y aura plus besoin de l'identifier comme tel.